Donc, là, ce que l'on vit, on a eu en quelque sorte un espèce d'arrêt global de l'économie mondiale. Alors, c'est à la fois euh, du jamais vu et en même temps, c'est déjà quelque chose qu'on avait pu expérimenter, notamment avec la grippe espagnole. Alors ça, j'avais fait une vidéo sur le sujet où j'ai lu un bouquin à propos de ça, qui n'a pas été aussi utile que ce que je l'espérais en termes de projection sur ce qu'il y aura à venir. Mais bon, il y avait quand même des choses intéressantes. Et c'est déjà quelque chose qui s'est produit, le fait qu'il y ait un ralentissement parce qu'on parle d'arrêt, mais tout ne s'est pas complètement arrêté. On a quand même des choses qui ont continué à tourner. Néanmoins, on a eu quand même effectivement un gros ralentissement avec plein de choses qui se sont mises en stand-by. Et ça a forcément des conséquences assez fortes que on commence à peine à percevoir, en fait, à toucher. Et je pense que là aussi, les premiers à toucher le truc, c'est les entrepreneurs. Euh, Là, je pense encore à une amie qui est restauratrice traiteur et qui me disait que voilà, là, elle croisait des collègues restaurateurs au métro, là où ils achètent en fin de compte ce qu'ils utilisent pour faire la cuisine. Et elle disait qu'elle croisait plein de gens qui avaient des mines complètement qui étaient pâles, qui avaient des cernes et complètement hagards. Et quand elle échangeait avec eux, alors elle a vraiment une capacité de prise de recul et de rebond assez forte, hein, mais quand elle échangeait avec elle, ils étaient complètement désemparés en disant mais ouais, on nous laisse crever, on nous laisse comme ça, on ne fait rien pour nous. Donc vraiment des situations ultra critiques et qui vont forcément mener à des faillites. Alors, qui dit faillite, forcément, ben, dit destruction de valeur, une contraction de l'économie, une diminution de l'offre. Alors, on va y revenir dessus. Diminution de l'offre, ça a aussi des conséquences. Risque d'illiquidité, tout simplement. Donc, risque de solvabilité. Si on a des fournisseurs, enfin des clients qui ne sont plus en capacité de payer, et bon, ça veut dire qu'il y a des fournisseurs qui ne sont pas payés. Et ça fait aussi des faillites en cascade. Il ne faut pas se leurrer. Là où c'est monstrueux, c'est tout le secteur du voyage et du tourisme, hein. Je pense que vous l'avez tous compris. Alors, les hôtels, les opérateurs de voyage, tout le secteur de l'aérien. Alors, on parle de 85% des compagnies en faillite dans le monde, hein, d'ici fin 2020, sauf intervention massive des États. À chaque fois, je le rappelle, il y a des petits liens vers des articles qui m'ont servi à construire notamment ce mind mapping ou parfois tout simplement des vidéos. Secteur aussi du voyage, train, les taxis, les VTC, question quid pour Uber, parce que ça aussi, c'est des gens qui ont été touchés. Là aussi, exemple perso, comme certains le savaient, au tout début, juste avant le confinement, j'étais à Disneyland et je prenais des taxis et ils me disaient à quel point c'était catastrophique pour eux, avec notamment certains me disaient, voilà, à la fin du mois, je dépose le bilan. Donc, le gros coup, l'État paiera, il n'y aura pas de sociétés qui vont qui vont tomber en faillite. Forcément, ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Les restaurants, avec là des situations aussi critiques, restaurants, bars, etc. Là-dessus, même chose hein, au niveau des entrepreneurs que je peux connaître et qui ont notamment parfois plusieurs restos ou plusieurs bars. Là, ils se retrouvent dans des situations ultra critiques, avec notamment des loyers, par exemple, qui doivent continuer à payer. Et là-dessus, en fait, il y a une clause au niveau des loyers où si la personne arrête de payer, est en défaut de paiement, tu peux récupérer le fonds de commerce pour, je crois, 1 euro symbolique. Alors, je ne sais pas exactement d'un point de vue légal comment ça se passe, mais concrètement, en fait, ceux qui louent, ils ont tout intérêt à ce que les commerces se cassent la gueule parce qu'ils récupèrent le fonds de commerce qui a été valorisé pour rien et ça vient les enrichir. Donc là, typiquement, ce qu'ils me disent, c'est que ils essayent de négocier, mais que forcément, les propriétaires, ils leur disent non, non, tu me payes. Parce que concrètement, si effectivement il fait défaut, ils ont tout à gagner, quoi. Bon, les salles de sport, les entreprises, toutes les entreprises avec des frais fixes élevés aujourd'hui, elles prennent cher.
salles de spectacle, musées, cinéma. Voilà, on a vraiment tout un pan de l'économie qui souffre de manière ultra forte, quoi. Donc là, heureusement, on a une espèce d'horizontalité, en tout cas des cas en France. C'est vraiment, franchement, j'y croyais pas. Et je suis bien heureux de m'être trompé. Donc, on va voir si des choses voilà, se remettent. Et puis, on va voir aussi les dégâts que ça aura creusé. Mais forcément, les dégâts que ça aura causé, pardon, pas creusé. Mais forcément, il y aura des faillites. Alors, on a tout un aspect de l'économie aussi qui a été boosté. Ben, c'est tous les produits en ligne, hein. Là-dessus, moi, de par mes activités, aussi des gens que je connais, tous ceux qui vendent du produit en ligne, des produits digitalisés, des solutions, je pense voilà, à des outils comme Monday, Zoom, forcément tous les Netflix, Amazon, etc. On en a entendu parler. Là, confinement oblige, c'est des choses au niveau notamment avec le télétravail, etc., qui ont été clairement boostées. Et puis, on a vu, on en a beaucoup parlé, hein, la valeur de Zoom augmenter fortement en bourse notamment. Et puis de manière générale, le commerce en ligne, ils s'attendent à 3 fois plus de volume aux États-Unis suite au post-Covid. Mais en tout cas, globalement, une augmentation par rapport à ça. Et là-dessus, il y a des choses quand même intéressantes à requérir, notamment d'un point de vue opportunité derrière. Au niveau des entreprises, concrètement, elles vont aussi chercher, alors moi le premier, hein, diminuer les coûts fixes, hein, augmenter la flexibilité au niveau des ressources. Moi, je le dis, hein, j'ai fait du licenciement et rupture conventionnelle pour renforcer mes structures. Voilà. Parce que, à mon sens, comme toujours, les plus forts vont survivre. Donc voilà, diminution des coûts fixes, des licenciements. Et en France, on a un niveau de flexibilité de l'emploi qui est moindre par rapport aux États-Unis. Donc on a, je dirais, une hausse du chômage qui est moins rapide. Euh, Néanmoins, avec quand même les changements d'un point de vue légal qu'il y a eu ces dernières années, et un majeur, ça a été le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif. Moi, concrètement, en fait, là, pour un licenciement économique que j'ai fait, alors je l'ai fait proprement, et mon avocate, clairement, ce qu'elle m'a expliqué, c'est de dire, bon, en fait, là, tu pourrais lui dire, aujourd'hui, tu dégages. Parce qu'au final, le risque derrière qu'ils te poursuivent au prud'homme et par rapport à ce que tu risques de payer au maximum, mais vraiment au maximum, au final, ça te coûtera moins cher que ce que là, tu vas lui payer en termes d'indemnité de licenciement et le temps qui s'en aille, quoi. Donc, je n'ai pas fait ça, effectivement, parce que c'est quelqu'un de bien humainement et que j'avais aucune envie de la jouer comme ça. Mais il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Et le côté sacro-saint CDI, je suis à l'abri de tout, c'est quand même beaucoup moins vrai aujourd'hui. Toujours pour les entreprises, là on le voit, hein, la nécessité de diversifier les lieux de production pour augmenter la résilience des sociétés. Quand on voit qu'il y a le gros des fournisseurs en fin de compte, des fournitures ou de la production qui vient de Chine notamment ou de pays comme ça, ça crée un problème en termes de choses qui permettent de produire tout simplement, quoi. Ou juste de la production de produits. Je pense à Apple par exemple, où il a le gros de sa production qui est en Chine, mais c'est pas le seul. Et forcément, en réaction à ce qui s'est passé, on va voir, hein, là, c'est la bonne excuse pour les gouvernements pour dire ah, il faut relocaliser, il faut faire du protectionnisme. On a commencé à en entendre parler, et puis ça, c'était déjà la ligne directrice un peu de Trump, d'après ce que je comprends de sa politique. Donc, ça ne va faire encore que renforcer cet aspect-là. Et puis, concrètement, c'est aussi un truc qu'on avait vu en post crise de la grippe espagnole avec un côté aussi repli sur soi et protectionnisme. Donc, d'un point de vue production, même si à l'époque, c'était déjà beaucoup moins, on va dire, mondialisé les choses, quoi. Mais c'était déjà en partie le cas. Là-dessus, même chose, un lien vers un article qui en parle. Donc, sur cet aspect de diversification des lieux de production, même chose. Il y a peut-être des choses à prendre
au niveau investissement, au niveau des entreprises qui seraient déjà, dans ce cas-là, qui auraient déjà une diversification de leur production parce qu'ils auront un avantage économique par rapport à d'autres. Donc, pour reprendre au début, OK, faillite. Alors, là, on va essayer de suivre un petit peu les liens. Je vais prendre de la hauteur en partant donc de la partie entreprise.